le CRCIC, qui est l'organisme que le gouvernement du Canada a créé pour les personnes qui peuvent pratiquer en immigration. Nous sommes aussi reconnus par le gouvernement du Québec à travers le registre des consultants du Québec qui existe maintenant depuis 3 ans. Donc voilà, donc CRC Canada est là pour... nous on ne vous dit pas de faire la procédure en vous disant vite, vite, oui, oui, c'est bien, c'est bien. L'immigration, c'est un projet que vous devez réfléchir, mais une fois que vous êtes prêt et que vous avez pris votre décision, nous, on vous amène aux résultats sans problème avec les délais qui sont nécessaires. Il y avait une question avec monsieur là-bas. On va poser, s'il y a des questions générales, on va les aborder. Et après, s'il y a des questions plus personnelles, on pourra y répondre lorsque vous pourrez vous rapprocher quand la conférence sera finie. C'est ça. Bonsoir. Je vous remercie pour cette conférence qui nous a éclairé notre lanterne en fait sur les situations de façon globale au Canada. La question que tu m'avais posée à l'ordre éducatif. Durant l'année scolaire 2012, nous avons eu écho des manifestations étudiantines contre, j'allais dire, la hausse des prix, de scolarité. des frais d'inscription. La question est de savoir qu'en est-il. Vous savez que le gouvernement qui s'était opposé aux étudiants a perdu les élections du mois de septembre déjà, et que la nouvelle première ministre du Parti québécois a, dans les jours qui ont suivi son élection, annulé les augmentations de frais de scolarité prévues. Donc ce n'est plus l'actualité des frais d'augmentation. Le gouvernement avant, le gouvernement du Québec, c'était un gouvernement libéral. C'est vrai qu'au Québec, les études sont les moins chères au Canada. Donc le gouvernement voulait augmenter un peu pour pouvoir assurer aux universités plus de fonds, etc. Il semble que ça a donné lieu à vraiment beaucoup d'insatisfaction, parce que c'est vrai qu'au Canada et au Québec aussi, le Québec est plus social que le reste du Canada, il faut le souligner. Il y a quand même des espèces de fondamentaux, comme des acquis de la société que les gens ne veulent pas voir disparaître. Et c'est vrai que cette accessibilité des frais d'études, c'est considéré comme, par exemple, si quelqu'un voulait toucher à la gratuité des soins médicaux. C'est quelque chose qui est comme tabou, on ne doit pas toucher à ça. Ce n'est pas le premier gouvernement qui essaye de les augmenter et qui n'y arrive pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est les moins élevés au Canada. Et c'est vrai que c'est plus d'actualité. Maintenant, combien coûte une session au Canada? C'est à peu près, une session universitaire, c'est un peu plus que 1 200 $ canadiens. Donc à peu près dans les 600 000 francs CFA pour une session d'études. Là, vous avez droit au prêt et bourse si vos revenus ne vous permettent pas d'assumer ces frais tout seul. Une autre question, oui, monsieur? Ce que je voulais savoir, c'est quelle somme doit disposer une personne qui entame le processus, aussi bien pour le Canada que pour le Québec. Alors, pour le Canada et le Québec, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous faites une procédure pour le Canada, pour le Québec, vous avez les frais gouvernementaux du Québec et aussi ceux du Canada à payer. D'accord? Donc, pour le Québec, le demandeur principal paye pour le gouvernement du Québec l'équivalent de 750 $ canadiens. Ça aussi, c'est relativement récent, hein, ça fait quelques mois que c'est 750 $. Avant, c'était 400 et quelques dollars, ça a changé. Ça a presque doublé, parce que justement, le gouvernement se rend compte que le nombre de dossiers continue à arriver, donc il a décidé de regarder combien coûte le processus de sélection et de le diviser entre le nombre de dossiers qu'il attend année après année, pour que le coût de la sélection soit mis sur les immigrants et non sur les Québécois. Donc maintenant, c'est passé à 750 pour le demandeur principal et à 156 $ pour les personnes à charge. Ça, c'est pour le Québec. Une fois que le Québec vous a accepté, vous allez avoir des frais pour le gouvernement du Canada, qui sont de 550 $ pour le demandeur principal. Et ensuite, vous avez aussi pour le demandeur secondaire, le conjoint. Et pour les enfants, vous avez 150 $ par enfant. Ça, c'est pour l'étape fédérale. Et avant votre acceptation finale, vous avez ce qu'on appelle un droit d'établissement et de 490 $ par adulte à payer. Donc ça, c'est les dollars canadiens. Après, on vous a remis la liste des honoraires. Vous avez remis la liste des honoraires avec les documentations, je pense, à l'entrée. Oui. Vous avez eu une feuille bleue avec les honoraires qui sont reliés à notre firme.
moi je ne la vois pas ici. C'est pas grave. Normalement, vous avez voilà, la feuille bleue, voilà. Là, vous avez les honoraires qui sont payables pour la première étape des services, le rapport initial. Et après, pour les demandes, la demande officielle, vous avez 3 possibilités de paiement. Paiement dès le début, paiement mensuellement ou paiement après acceptation. Vous avez aussi la différence entre les couples et les personnes mariées, les célibataires, pardon. Et à ce moment-là, vous pouvez établir par rapport à votre situation familiale combien ça peut vous coûter. Maintenant, nos conseillères sont là quand vous venez au bureau. Si vous avez des questions plus précises par rapport à votre cellule familiale, combien ça va vous coûter exactement, étape après étape, à ce moment-là, les personnes vont prendre le temps de vous mettre ça sur papier par rapport à votre situation. Vous pouvez venir au bureau n'importe quand pour toute information nécessaire. La trousse fédérale, ça fait partie des frais gouvernementaux? Non, la trousse fédérale, c'est l'étape fédérale et nous avons séparé ces honoraires-là des honoraires de la demande officielle parce que la trousse fédérale, une fois que quelqu'un est accepté par le Québec, il y a des gens qui le font par notre intermédiaire ou pas, ça dépend. Donc habituellement, les gens retiennent nos services jusqu'au visa final. Il y a des personnes qui sont un peu plus justes financièrement et qui finissent la procédure seules. Une fois que quelqu'un est accepté au Québec, s'il n'a pas de problème de santé ou de problème judiciaire, son acceptation va être une question de temps au niveau du fédéral. Oui, monsieur? Une personne qui commence la procédure en tant que célibataire. Oui. Et qui contacte après un mariage. Alors, quelle incidence que l'événement va avoir sur ces chances d'être accepté? Bon. Donc là, c'est un peu comme la sélection au début. C'est-à-dire que des fois, le conjoint avantage et des fois, il désavantage. Donc habituellement, il faut venir nous voir avant de contracter le mariage. Parce que sinon, c'est trop tard. Avant. Parce que si, par exemple, vous vous mariez avec quelqu'un en cours de procédure et que cette personne ne parle pas le français, par exemple, et n'a pas de diplôme, elle pourrait rendre votre dossier négatif. Et si votre dossier devient négatif, tout tombe. Donc à ce moment-là, si vous attendez d'être sur le territoire canadien comme célibataire, après vous pourrez parrainer cette personne-là en dehors des critères de sélection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tant que vous n'êtes pas parti, le conjoint est réévalué avec le demandeur principal pour voir si ça reste positif. Si ça ne reste pas positif, tout le dossier tombe et là vous êtes déjà marié, donc vous ne pouvez pas empêcher que tout le dossier tombe. Mais si vous dites j'ai l'intention de me marier avec cette personne, vous venez, on vous fait une mise à jour du rapport, on regarde son profil et voir l'impact que ça a sur votre profil à vous, total. Si c'est positif, vous pouvez la rajouter, donc là il y a une procédure d'ajout de conjoint qui se fait. Donc on doit renvoyer des documents au gouvernement du Québec, renvoyer éventuellement des documents au gouvernement du Canada. Ça retarde la procédure, si c'est après entrevue, ça retarde quand même pas mal la procédure. Et au bout du compte, si cette personne avantage rend votre dossier neutre, c'est-à-dire ne le rend pas négatif, la procédure va prendre plus de temps, mais elle va arriver au même résultat à la fin. La même chose aussi, si par exemple vous avez un enfant, l'enfant aussi doit faire l'objet d'une procédure d'ajout au dossier. Il reçoit lui aussi son certificat de sélection et son visa à la fin. Donc vous avez des délais à chaque fois, parce que les gouvernements, quand vous leur envoyez une lettre ou un ajout, ils ne le traitent pas le jour de la réception. Vous savez qu'il y a toujours 2-3 mois avant qu'ils traitent le dossier, etc., à cause de l'engorgement. Et donc, on a souvent des clients au cours de la procédure qui se marient, donc là il faut faire l'ajout. Après, il y a l'enfant qui arrive, donc là aussi il faut faire l'ajout. Et des fois, les clients sont un peu déçus par les délais. Mais malheureusement, c'est ça. Chaque ajout prend du temps parce que le CSQ doit être individuel pour chaque personne qui accompagne. Donc même des fois, on a des clients qui ont le visa en main, et que là, ils nous disent, bon, je me suis marié, ben là, c'est, entre guillemets, c'est foutu. Il faut rendre le visa, il faut renvoyer au Québec pour que le Québec envoie le CSQ, après on renvoie au fédéral, etc. Donc souvent, le client, il y a 9 mois qu'il perd, et il n'était pas forcément au courant de ça. Donc ça, il faut vraiment nous aviser lorsqu'il y a des changements potentiels de statut matrimonial. Il est à noter aussi qu'il arrive assez régulièrement que des clients ne déclarent pas qu'ils se sont mariés ou qu'ils ont eu un enfant. S'ils arrivent sur le territoire et que ça ne se sait pas, ça va. Mais là, évidemment, la personne qui est mariée ne peut pas venir avec lui. Et après, ils font la procédure de parrainage et le gouvernement se rend compte que
le mariage est antérieur à l'arrivée au Canada. À ce moment-là, il peut renvoyer l'individu dans son pays d'origine. Parce que ça voudra dire que le visa n'a pas été émis avec toutes les déclarations qui doivent être faites. Parce que le gouvernement du Canada oblige, c'est impératif, que s'il y a mariage ou naissance d'enfant, que ce soit déclaré au moment où ça a lieu. D'accord? Souvent les autorités sont assez complaisantes, même si la déclaration a lieu 6 mois après. Mais des fois, ils vous envoient une lettre, ils vont vous dire pourquoi vous avez attendu 6 mois pour nous déclarer la naissance de votre enfant, ou bien le mariage, etc. La raison pour laquelle ils font ça, c'est que à partir du moment où vous êtes marié et vous avez un enfant, si vous êtes au Canada, ils ne peuvent pas vous empêcher, pour des raisons humanitaires, de les faire venir. Parce qu'on ne peut pas séparer une famille comme ça. Mais ils vous demandent de les déclarer avant, parce qu'ils doivent vérifier l'état de santé ou l'état de sécurité de ces personnes-là. Et ils ne veulent pas que des personnes contournent la loi en arrivant sur le territoire et après en faisant rentrer ces personnes-là qui pourraient être malades ou qui pourraient avoir des... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent renvoyer dans le pays d'origine la personne qui arrive sur le territoire sans avoir déclaré une nouvelle personne à charge. Donc ça, on le dit souvent aux clients dans les lettres de visa et tout ça qui sont à la fin de la procédure. Les changements de statut matrimoniaux et les ajouts d'enfants sont impératifs. Ce n'est pas une option. Sinon, les conséquences sont vraiment très lourdes. Oui, monsieur? Je voulais savoir, est-ce qu'on peut démarrer la procédure avec une attestation partielle? Avec quoi? Une attestation partielle, en attendant de recevoir le diplôme. Oui, je pense qu'habituellement, ça ne pose pas de problème. Si ce n'est pas quelque chose qui va prendre trop de temps, c'est bon. Parce que pour mon cas, j'ai un peu plus. Donc actuellement, en attendant de faire ma soutenance, notre école nous a délivré une attestation partielle. Je voulais savoir, est-ce que je peux commencer la procédure? Oui, normalement, je n'ai pas tous les éléments du dossier, mais avec le rapport, on va évaluer ça. C'est-à-dire, vous avez la soutenance, normalement, fait partie de l'attribution du diplôme. Parce que pour obtenir le diplôme, il faut la soutenance. D'un ensemble de grilles. Normalement, il faut que vous ayez votre diplôme. Il faut que vous ayez le diplôme. Une attestation, c'est si le diplôme n'a pas été émis, mais que vous l'avez quand même. Mais si vous n'avez pas complété toutes les conditions pour obtenir le diplôme, à ce moment-là, il faut qu'on voit votre dossier s'il peut être positif sans ce diplôme, et s'il ne peut pas être positif sans ce diplôme, on ne peut pas déposer. C'est dans les 2 semestres. Pardon? J'ai validé les 2 semestres. Les 2 semestres. Non, mais c'est-à-dire, où vous avez le diplôme ou vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, je ne dis pas qu'on ne peut pas, parce que peut-être que votre dossier peut être positif si vous avez, ça dépend de votre parcours académique. Mais normalement, on ne peut considérer un diplôme que si vous l'avez. Maintenant, des fois, il y a des personnes qui ont le diplôme en main, le diplôme papier, après un certain délai. Ça, c'est autre chose. Mais il faut avoir rempli toutes les conditions pour l'obtenir. Tous les semestres, toutes les soutenances, etc. Bon, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Je veux dire que pour obtenir le diplôme, c'est un ensemble de crédits qu'il faut avoir. Maintenant, les crédits sont basés sur les 2 semestres de la soutenance. Bon, actuellement, c'est la soutenance que nous ne devons pas encore passer. C'est ça, donc vous n'avez pas votre diplôme. Oui, on nous a délivré une attestation partielle. C'est ça, le diplôme, vous ne l'avez pas encore. Non, c'est bon, donc c'est son Monsieur, on n'a pas encore soutenu. Non. On n'a pas soutenu, vous n'avez pas encore le diplôme définitif. C'est pour ça que vous avez une attestation partiellement, c'est pas encore complet. Maintenant, il faudrait que vous ayez au moins une attestation de réussite. Par exemple, même si vous ne donnez pas le diplôme définitif, donc une attestation de réussite. Dans ce cas, ça tient le diplôme. Mais dans votre cas à vous, il faudrait que vous ayez validé la licence, que vous ayez soutenu, on prenne en compte la licence. À moins que, par exemple, avant que vous fassiez la licence, vous ayez eu un BTS. Dans ce cas, on va vous évaluer sur la base du BTS. Mais la licence, on ne va pas le prendre en compte tant que vous n'avez pas soutenu. C'est ça, c'est pas une attestation de réussite que vous avez, c'est une attestation partielle. C'est pas du tout le même. Le diplôme en main, vous ne l'avez pas. Et ça dépend de votre réussite à la soutenance. Donc pour ça, c'est bon. Une question, madame? Oui. C'était par rapport à... Est-il arrivé que vous ayez
comment dire, une candidate qui a déjà déposé les dossiers et tout, et qui, comment dire, dont le dossier est agréé, et qui, à quelques jours de son départ, en faisant des visites, constate qu'elle est enceinte. Dans ce cas, est-ce qu'il y a un rajout par rapport à son état de santé, ou il y a quelque chose, il y a une annulation? Parce que on ne sait pas quand l'enfant peut venir. On ne sait pas quand on va... Non, mais c'est une question. Je pose cette question en tant que femme. Parce que ça peut m'arriver. Pour le moment, ça ne m'arrive pas. Je ne le sais pas. Mais ça peut m'arriver. Et dans ce cas, je devrais me situer dans quel cas? Ou bien alors, si ça arrivait à une autre personne qui est dans la salle, qui peut-être n'a pas le courage de poser cette question. Donc, la question est bonne, sauf que la réponse est claire. C'est-à-dire, si l'enfant n'est pas né, il n'y a pas d'ajout. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes déjà sur le point de partir, ça veut dire que votre visite médicale est faite et tout ça, donc il n'y a pas d'impact. Si par exemple vous aviez eu votre CSQ, et certificat de sélection du Québec, et que vous tombez enceinte avant l'examen médical, normalement, là il faut le signaler parce que l'examen médical ne peut pas se faire à cause qu'on ne fait pas de radiographie lorsqu'une personne est enceinte au niveau du processus d'immigration. Mais une fois que vous êtes sur le point de partir, si vous êtes enceinte, vous pouvez partir et l'enfant sera canadien directement parce qu'au Canada, vous avez le droit de sol pour la nationalité. Donc, l'enfant qui est né au Canada devient canadien automatiquement. Voilà. Et par rapport aux autres cas, comme ça se passe ailleurs, la naissance de cet enfant qui est né au Canada n'obtient pas à la mère la nationalité. Non. Ok. Non. D'ailleurs, dans le nouveau règlement fédéral, il y a des points qui sont attribués pour les personnes qui ont la famille au Canada. Tout à l'heure, on parlait de père, de fils ou fille. Ils ont rajouté de plus de 18 ans. Parce que, justement, ce n'est pas le passeport qui peut donner, le passeport d'un enfant né au Canada qui donne des points aux parents. Parce que, vous savez, il y a aussi beaucoup de gens qui s'arrangent pour que l'enfant naisse au Canada ou aux États-Unis pour qu'ils aient le passeport. Au Canada, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent avec des visas touristiques et qui sont prêts à payer l'hôpital au niveau de leur poche, parce que ce n'est pas subventionné, ils vont payer dans les $10 000 pour un accouchement au Canada, pour que l'enfant puisse avoir le passeport canadien, et que lorsqu'il aura 18 ans, il pourra retourner faire ses études comme un Canadien. Ça arrive assez souvent. Pour l'instant, ça existe.